Puis pour commencer, dans le fond, toi, t'as pas toujours été spirituel. T'as commencé, ton background est dans le fitness, puis t'as eu comme un virage vers la spiritualité. Absolument. Puis ça s'est passé un peu au travers de voyages, un peu. Tu veux-tu nous expliquer un peu comment ça s'est passé, dans le fond? Ben oui. Écoute, je vais essayer de faire une longue histoire courte parce que cette histoire-là est assez longue. Mais j'ai tout le temps été spirituelle, en fait. Depuis que je suis toute petite, j'ai ça à l'intérieur de moi. Je crois, de juste croire à quelque chose de plus grand que moi. Puis je me rappelle depuis que je suis toute petite, en fait, moi, je croyais, en fait, on m'avait un peu imposé la croyance de Dieu, la religion catholique. Ouais. Donc, j'allais me coucher, puis je parlais à Dieu, juste parce que j'avais besoin de parler à cette puissance-là qui était plus grande que moi. Par tes parents ou plus par, mettons, l'école? Les deux. Ben, en fait, mes parents n'ont jamais été hyper religieux, mais ils voulaient que je sois baptisée. J'ai fait ma première communion, ma confirmation. Donc, c'était juste important pour la culture familiale, pour le fait qu'on représente la culture catholique, la religion catholique, bien qu'on n'était pas pratiquants. Mais mes parents, ma mère a toujours cru en Dieu, au petit Jésus, elle en parlait souvent. Donc, j'ai eu cette croyance-là étant très jeune, puis c'était un peu, pour moi, un moyen de vraiment, je crois, me connecter à ma spiritualité depuis que je suis toute jeune. Donc ça, je crois que c'est tout le temps quelque chose que j'ai eu en moi, du plus jeune que je me rappelle. Mais là, bien sûr, adolescence, on change un peu. Puis moi, c'est à l'âge de 18 ans que je suis entrée dans le monde du fitness. Donc, j'étais très jeune. Puis jusqu'à 24 ans. Donc, ça a été quand même plusieurs années de ma vie, plusieurs années de mon adolescence. C'est mes premières années de jeune adulte. C'est un milieu très, très, très focusé, bien sûr, sur l'apparence, sur le physique. L'image, oui. Exactement. Puis, après avoir baigné là-dedans pendant 5-6 ans, c'est comme si l'éveil était imminent. Là. Je me rappelle que j'étais plus bien, j'étais plus heureuse. En fait, je me demandais pourquoi il fallait tout le temps que j'accomplisse quelque chose ou que j'atteigne un certain physique pour être heureuse, puis pour avoir une définition du succès. Ouais. Puis t'as l'intense quand même, c'est ça, t'as fait des compétitions, t'as voyagé. J'ai fait des compétitions, j'ai été commanditée par des compagnies dans le milieu du fitness. J'avais une grosse communauté sur Instagram d'une dizaine de milliers d'abonnés, mais en fait, je pense que j'ai atteint 70 000 abonnés sur un ancien compte Instagram. Donc, j'avais vraiment comme une carrière dans ce milieu-là, même étant très jeune. Puis moi, je pensais que ça allait être ma vie, t'sais. Mais non, à 24 ans, j'ai participé à une dernière compétition de bikini fitness. Donc, moi, j'étais de la catégorie bikini. J'en ai fait plusieurs dans les 5 années que j'en ai fait. Et puis, la journée de la compétition, je me suis rendu compte, c'est tellement pas mon milieu, c'est tellement pas mon monde. Je connecte pas avec ces gens-là au niveau que je voudrais connecter. Puis, c'est la compétition, là, c'est la journée que j'attends depuis des mois. Je suis même pas heureuse, je suis même pas épanouie. Donc, je pense que ça a été, en fait, vraiment le cataclysme qui a poursuivi mon éveil, que j'avais déjà démarré en 2016-2017, j'avais commencé à m'intéresser peu à peu à la loi de l'attraction. J'écoutais quelques podcasts, je faisais quelques lectures. Donc, je commençais vraiment à baigner dans le monde du développement personnel, spirituel. C'est-tu un peu le monde du fitness qui t'a amené vers le développement personnel un peu? Oui, en fait, c'est vraiment c'est drôle à dire, mais c'est vraiment de suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux qui, eux, avaient leur réveil spirituel, puis de me questionner. Puis c'est ça que je trouve magnifique des réseaux sociaux quand tu suis certaines personnes. Moi, j'avais des amis qui vivaient des éveils spirituels. Ça m'a amené à me questionner moi-même sur ma mission dans le monde du fitness, mes intentions. C'était quoi mes intentions réellement? D'ailleurs, pour ça que ton nom de ton podcast est intentionnel. C'est quelque chose de hyper important pour moi, le pouvoir de l'intention. Ça a commencé vraiment là. Je me suis dit, c'est quoi mes intentions dans ce milieu-là depuis le début? Puis ça a vraiment fait remonter des blessures du passé, d'acceptation, de validation, du perfectionniste, que les gens me voient comme quelqu'un qui est parfaite, recevoir de la validation, recevoir des éloges. Bref, beaucoup de blessures du passé qui sont remontées. Puis bien que j'ai appris énormément dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que mes intentions n'étaient pas où je voulais qu'elles soient. Et c'est là que j'ai démarré vraiment un grand processus de développement personnel, développement spirituel, où mon éveil a comme eu un gros boom. Tellement que j'ai quitté mon emploi corporatif que j'avais depuis 2 ans en marketing et je suis partie voyager. Comme de fait, j'ai voyagé presque 6 mois en 2018, vraiment toute seule, solo. Sauf le dernier mois où j'étais en Inde avec des amis, mais ça a été vraiment le voyage le plus spirituel. J'ai passé un mois, j'ai fait ma formation de yoga à Rishikesh, qui est comme le berceau spirituel de l'Inde, le berceau du yoga. Donc, ça a été incroyable comme voyage. Puis je suis revenue, puis j'ai vraiment comme ressenti cet appel-là de pousser ces connaissances-là que j'avais acquises, puis de les partager avec le monde. C'était comment l'Inde, justement? Oh mon Dieu, moi, j'ai adoré ça. C'est sûr que j'étais à Rishikesh, qui est quand même une place touristique pour les gens qui sont en quête spirituelle ou qui veulent pratiquer le yoga, qui veulent faire une retraite de yoga, une retraite de méditation, mais c'est tout de même l'Inde. Donc, c'est très, très, très différent. Tu te rends compte que les priorités en Inde ne sont pas du tout les mêmes que nos priorités ici.
Les gens vivent complètement différemment, mais les gens sont heureux avec moins. Moi, j'ai adoré ça, même que j'y retourne n'importe quand, puis je veux faire d'autres endroits, parce que j'ai fait Rishikesh, j'ai fait Delhi très brièvement avant d'aller au Taj Mahal. Mais ça m'a vraiment apporté une belle perspective et moi, quand je voyage, je trouve que la plus belle chose que ça m'amène, c'est la reconnaissance pour ce que j'ai, pour où je vis. Autant que j'adore visiter ces pays-là. Quand je reviens, surtout après avoir passé un long séjour, je suis tout le temps hyper reconnaissante de vivre à Montréal, d'avoir la sécurité que j'ai, l'abondance que j'ai, puis de juste être aisée, être bien. Donc, ça m'a vraiment apporté une belle perspective. Je suis revenue de l'Inde, puis pour vrai, j'ai eu ce qu'on appelle la dépression post-Inde, que les gens ont parfois. Puis, dépression, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est comme si je revenais dans la Matrix, puis j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont frustrés après ça? Pourquoi les gens, ils n'ont pas les priorités à la bonne place? C'est important l'aspect communauté, il faut faire ça comme ça, il faut pas faire ça comme ça. Fait que j'ai vraiment eu une semaine où j'étais comme un peu déboussolée, puis j'avais quasiment le goût de retourner en Inde et d'y vivre. Puis après ça, ça m'a juste illuminée sur, OK, je comprends ma mission en ce moment, puis qu'est-ce que je dois faire. Fait que c'était très puissant, là. Ouais, de se rendre compte de la matrice, ça, je trouve ça important. Moi, je pense beaucoup à la matrice. Justement, je trouve ça très intéressant de comprendre des fois comment, justement, nos perceptions peuvent être contrôlées, puis comment on peut sortir, puis voir la vie différemment, sortir des perceptions qu'on a, tu sais, la version de toi-même d'il y a 6 mois, ou juste avant ton voyage d'Inde, puis après, c'est puis en fait, différent. Pour les gens qui se demandent la matrice, comment t'en sors, en fait, c'est juste de sortir, comme d'ouvrir la porte puis de sortir comme tu sortirais de n'importe quelle pièce ou bâtiment. T'sais, c'est vraiment ça, sortir de la matrice. Il ne faut pas que tu fasses une incantation particulière. C'est vraiment de prendre la décision intentionnelle et consciente d'en sortir et de créer ta propre réalité. Puis c'est ce que j'ai fait depuis décembre 2018 quand je suis revenue de l'Inde. Ouais. De comprendre, de te questionner, est-ce que tu es dans la matrice aussi? Parce que dans le fond, il faut que tu sois conscient que peut-être que tu es dans une certaine matrice. Puis c'est quoi la matrice? T'sais, on voit le film La Matrice qui est comme un peu une image de ce que c'est dans la réalité, mais c'est un peu, c'est ça, comme tu l'as dit, notre propre réalité qu'on se crée, de comment on perçoit le monde, tout ça. Puis tu te poses une question, est-ce que je suis dans la matrice? Est-ce que je pourrais être dans la matrice? Tu vois qu'il y a une possibilité de... Là, tu peux sortir, mais si tu te questionnes pas, si tu sais pas qu'il y en a une, exactement, qu'il y a une possibilité que tu en fasses partie. Ouais. Absolument. Comme justement, à 2020, on voit des fois des chocs de gens dans la matrice et des gens hors matrice, ou ce qu'on vit dans 2 mondes complètement différents. C'est comme s'il y a une division, absolument, c'est vraiment. Puis en plus, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de canalisateurs, de médiums qui ont prédit ça, qui ont eu des prédictions par rapport à ça, que comme si la Terre allait vraiment se diviser en 2. Ouais. Les gens qui sont dans la matrice et les gens qui s'éveillent, puis qui comprennent en fait qu'est-ce qui se passe réellement. Ouais. C'est vraiment ça qu'on voit en ce moment, là. 2 clans. Bien distinct. Puis des fois, c'est drôle, là, c'est ça, sur les médias sociaux, de regarder, tu sais, c'est rare que j'essaie de faire attention à mon utilisation des médias sociaux, de pas trop y aller, mais comme tu y vas, des fois, puis tu regardes des commentaires en dessous de certains articles, puis tu vois, genre, les gens sont dans... Le fossé est énorme entre comme des gens qui ont des perceptions différentes, puis c'est comme tu dis, il y a de la division énormément, là. C'est assez impressionnant de voir ça. Vraiment. À quel point ça peut aller, là. Ouais, fait que là, tu reviens d'Inde, là, tu réalises qu'il y a une matrice où tu étais peut-être dans la matrice avant, puis là, tu es sorti de là après l'Inde. Puis là, comment ça s'est déroulé un peu ton parcours pour devenir aujourd'hui comme coach, tout ça? Puis, Bien, j'ai tout le temps eu un pas dans l'entrepreneuriat en ligne depuis mes années de fitness, en fait. J'ai été un peu dans les pionniers à commencer à vendre des programmes en ligne, d'entraînement, etc. Donc, j'ai comme vraiment suivi cette tendance-là. Puis, c'est ce que je voulais faire parce que moi, je suis quelqu'un qui a la valeur de la liberté. C'est très, très, très important pour moi. J'ai besoin d'être libre dans la vie. On ne peut pas me mettre dans un moule et me dire quoi faire. Donc, je voulais continuer dans cette veine-là, surtout que je venais de démissionner d'un emploi corporatif qui m'avait confirmé que c'était clairement pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis, je l'ai quand même fait pendant 2 ans, donc je suis contente d'avoir cette expérience-là. Puis, j'avais déjà une belle communauté en ligne. C'est sûr que la communauté n'était pas 100% alignée avec qui je devenais. Donc, je me suis démarrée d'une autre communauté. J'ai créé un nouveau compte Instagram. Donc, j'ai délaissé mes 70 000 abonnés de fitness pour repartir à zéro. Puis, c'était ça mon but, c'était de créer une communauté intentionnelle. Puis, c'est le nom de mon podcast, c'est le nom de ma communauté, c'est comme ça que je l'appelle. Puis, j'ai commencé à offrir mes services tranquillement de coaching. À ce moment-là, j'aidais vraiment les femmes à reconnecter à leur corps, à leur intuition,
à avoir une meilleure relation avec la nourriture parce que c'est ce que je venais de guérir en moi-même pendant mes voyages. Au niveau de l'alimentation, dû au fitness un peu. En fait, avant le fitness, moi, j'ai souffert de troubles alimentaires et c'est ce qui a fait, en fait, que je suis allée dans le fitness beaucoup parce que je me disais, hey, le fitness peut peut-être m'aider à sortir de ce trouble alimentaire-là. Ouais, tu recherchais la perfection, dans le fond, exactement, mais en réalité, avec le fitness, c'est comme si je gardais un peu un contrôle autour de mon alimentation. C'est sûr que ça m'a aidée. Je suis sortie de mes troubles alimentaires d'anorexie. C'est quoi le mot? Je l'oublie, là, mais pas leur... Bref, ça commence par O, mais quand tu es très, très, très obsédé avec l'alimentation naturelle puis que l'alimentation parfaite. Donc, je suis sortie de ça, mais ça s'est juste mis dans un autre niveau. C'est comme une autre dépendance ou un autre... Exact, c'est une autre façon de contrôler, en fait. Ouais. Fait que j'ai guéri ça, moi, à l'aide aussi d'autres personnes, à l'aide de mes propres recherches. Donc, j'aidais les femmes à ce niveau-là. Puis tranquillement, ben ça s'est transformé en aider les femmes à trouver leur mission, à aider les femmes à devenir des leaders conscientes parce que c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je me positionne comme une leader consciente qui partage ses apprentissages, qui partage ses expériences de vie et qui veut inspirer les gens à travers ses partages. Je suis une grande communicatrice aussi, on en parlait, toi aussi tu es un communicateur. Donc, à travers mes mots, autant écrits qu'oral, j'ai l'impression que c'est vraiment ma forme d'art, qu'est-ce qui guérit les gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partir un podcast? Pourquoi pas faire des formations qui vont aider les gens dans leur développement personnel, les aider à trouver leur voie, les aider à devenir des leaders conscientes, des leaders de cœur. Donc, tranquillement, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, maintenant, je coach les femmes dans le leadership conscient, dans les thèmes de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et je les aide à vraiment trouver leur mission de vie à elles. Donc, comment elles peuvent se positionner comme leader de leur côté. C'est quoi un leader de cœur? Une leader de cœur, c'est vraiment une femme qui a une vision qui est plus grande qu'elle-même, qui veut avoir un impact, qui veut inspirer et qui crée à partir de son essence féminine. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je travaille principalement avec des femmes. C'est que on a trop longtemps été dans le leadership masculin. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le leadership qui part d'une énergie masculine, de contrôle, de direction, de structure, un leadership de tête, donc qui est moins axé sur l'impact, sur les émotions, sur la créativité, sur l'intuition. Donc moi, une leader de cœur, pour moi, c'est une leader qui est connectée à son énergie féminine, donc qui va leader à partir de son énergie féminine, à partir de ses émotions, de son empathie, de son intuition, qui va vouloir avoir un réel impact et aider réellement, inspirer réellement, outre que de simplement leader pour leader, pas leader avec la tête, mais leader avec le cœur. Donc, la connexion au cœur, pour moi, c'est très, très, très important. C'est la connexion au moment présent. Donc, c'est ça le leadership de cœur pour moi. Puis c'est le leadership dont on a besoin en ce moment, surtout dans la crise qu'on vit actuellement. Je te dirais, les derniers siècles, on a été vraiment dans une énergie très masculine partout dans le monde. Dans le leadership, beaucoup. Même les femmes étaient dans une énergie masculine, en fait, parce qu'elles essayaient de rivaliser un peu dans le monde où est-ce que, typiquement, c'était plus masculin. Les postes de direction, tout ça. Les femmes, on s'est masculinisées. Ce que je veux dire par là, quand je parle d'énergie masculine et féminine, c'est pas le genre masculin, féminin ou le sexe, mais c'est vraiment les énergies. Donc, les femmes, on était dans cette énergie-là où on voulait contrôler, on voulait diriger, on suivait pas notre intuition, on taisait nos émotions, quand c'est notre essence, les femmes, d'être plus émotives, d'être plus sensibles, d'écouter plus, d'être davantage connectées à notre intuition, puis on a tassé ça de côté, ce qui nous a dénaturés. Mais là, tranquillement, en fait, moi, depuis 2020, je le vois vraiment, cet éveil-là de l'énergie féminine où les femmes prennent plus de place, on est plus connectés à notre intuition, à nos émotions, puis qu'on est capable de l'aider avec cette énergie-là. Puis d'honorer les différences un peu, dans le fond, parce que des fois, je pense qu'il y a eu une période, la montée du féminisme, c'était comme d'essayer de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Oui. Mais ça veut pas dire parce qu'on est égaux qu'on n'est pas pareil. différent. Ouais, exact. Oui. Ça, c'est quelque chose qui, je pense que, pas qu'on n'a pas fait comme il faut, mais ça a créé encore une fois beaucoup de division. Puis l'énergie féminine, c'est tout le contraire de la division. C'est l'aspect communauté, c'est l'aspect union, tu sais. Puis comme tu le dis, c'est pas parce que, oui, on est égaux, mais on est quand même différents, les hommes et les femmes. Ouais. Puis des fois, je pense que ça crée des débats de société, justement. Pourtant, c'est correct qu'on soit différents. Ouais. C'est pas correct, c'est essentiel. Ouais, c'est nécessaire qu'on soit différents. Ouais. C'est nécessaire pour la polarité, c'est nécessaire pour l'équilibre. Ouais. Parce que tout est une question d'équilibre. Puis tout dans la vie est une polarité, donc tout a un opposé. Puis la femme et l'homme, on est deux opposés. En fait, on est deux énergies opposées, donc c'est correct qu'on soit différents. Comme tout ce qui est dans la nature. Pour créer une batterie, ça prend du positif et du négatif pour créer de l'énergie. Fait que de la même façon, ça prend masculin et féminin dans la société. Fait que c'est quand on voit cette... donc oui, on est égaux,
Mais on est différent, puis c'est très important qu'on le reste. Qu'on reste différent, qu'on apprécie cette différence-là, qu'on l'honore. Oui, absolument. Puis, c'est des beaux sujets. Puis, il faut qu'on pousse plus ça de l'avant, je pense, dans la société. C'est important que plus de gens comprennent ça parce que, comme on parlait tantôt, c'est pas le genre d'affaires qu'on apprend à l'école. Tout ce qui est énergie masculine, féminine, qu'on a des différences, on parlait de la matrice, justement, on ne sait pas si c'est intentionnel, mais comme on se fait apprendre à rentrer un peu dans un moule. Oui. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. À partir d'un très jeune âge, on essaie de faire fitter tout le monde un peu dans le même moule. Tu t'assois dans la classe, t'écoutes la même... Tout le monde écoute la même affaire. Tu sors pas du cadre. Oui, comme tu dis, on n'apprend pas tout ce qui est créativité, intuition, énergie. Tout est énergie, puis ça, on n'a jamais appris ça. Puis ça, c'est des thèmes qui font beaucoup, beaucoup partie de l'énergie féminine. Donc, le moule d'énergie très masculine, malsaine, on s'est fait mettre là-dedans depuis qu'on est jeune. Donc, c'est normal qu'en ce moment, il y ait vraiment comme une éclosion, puis qu'il y ait un crash, puis que les choses se détruisent. Outre la pandémie en ce moment, je pense que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses dans la société qui se détruisent pour mieux se reconstruire. Puis il y a un miroir aussi dans nos vies personnelles. Moi, à chaque personne à qui j'ai parlé, avec qui j'ai eu des discussions, 2020, ça a été une année de cataclysme, de destruction massive dans leur vie relationnelle, familiale, opportunité, carrière. Mais c'est tout positif au final. Il y a tout le temps un silver lining derrière ça où il y a d'autres choses qui se reconstruisent en ce moment pour que ce soit plus aligné avec cette réalité-là qu'on crée, qu'on espère créer, en fait, pour le futur. Oui. Des fois, ça peut faire peur, comme c'est ça, le changement ou la destruction ou le chaos un peu qu'on peut vivre. Puis là, on le vit individuellement dans nos vies, comme tu dis. Beaucoup, moi, j'ai eu beaucoup de chaos, mais après ça, pour mieux se reconstruire par après, même chose pour toi un peu. Mais là, de le vivre collectivement, tout le monde en société, ça, c'est des fois, c'est une grosse machine à faire tourner, c'est une grosse machine à détruire puis reconstruire. Là, fait que c'est ça qui fait, comme tu dis, que ça crée... c'est drôle parce que c'est à travers j'écoutais le podcast d'une de mes bonnes amies, Andréane Jutras, qui elle aussi aborde souvent les thèmes d'énergie féminine, masculine. Elle parle beaucoup de l'archétype de la femme sauvage et du réensauvagement de l'être humain et de la femme. Puis elle disait le chaos est la façon féminine de faire les choses. Donc le chaos est le chaos est lié à l'énergie féminine parce que l'énergie féminine est chaotique. Oui, comme l'océan. Exactement. Donc elle peut être calme, comme elle peut avoir des grosses vagues puis détruire tout en son passage. Donc le chaos fait partie de l'énergie féminine, mais le chaos détruit pour que le sol soit plus fertile puis que tout puisse repousser. Fait que c'est une bonne chose. Le chaos peut être une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. Même si ça fait peur, même si c'est inconfortable, c'est une bonne chose au final. Oui. Puis, non, c'est ça. Ça, c'est un bon truc de considérer. Moi, je vois, justement, je considère l'énergie féminine un peu comme justement un océan. Puis ma blonde, je sais, des fois, quand il y a une vague forte, faut essayer de la surfer. Faut que tu sois conscient que c'est une vague. Puis, pour des hommes, d'apprendre à mieux dealer avec ça, avec l'émotion de la femme, que c'est pas toujours égal comme nous autres. C'est un peu plus. On est très stable. Plus structuré. Mais en fait, puis c'est une bonne chose dans la polarité féminine, masculine, que la femme soit plus chaotique et qu'elle soit dans les vagues parce que ça aide l'homme à se stabiliser, à s'ancrer dans son énergie masculine, de surfer les vagues de l'énergie féminine. Puis il va être capable de le faire si la femme a une confiance absolue en l'homme et vice-versa. Fait que c'est très, très, très positif. Souvent, on va voir ça très négativement dans les relations hommes-femmes, dans la polarité homme-femme, mais en fait, c'est hyper sain et positif qu'une femme puisse vivre pleinement son chaos et ses émotions et qu'elle puisse avoir cette présence masculine-là qui l'aide. Pour la grounder. Pour la grounder et que lui, non seulement ça la ground elle, mais lui, ça l'aide à se grounder de vivre ces vagues-là parce qu'il s'ancre davantage dans son énergie féminine puis il lit la rivière, dans le fond. Fait que c'est lui qui soutient ça. Mais il faut que tu sois conscient de ça parce que si tu le vis... Il faut que tu sois un homme conscient. Ouais. Définitivement. Si tu n'es pas conscient de ces choses-là, ben là, t'as l'impression que... tu résistes. Ouais. Mais les vagues sont plus fortes quand tu résistes. faut que tu lâches prise. Lâche prise, vraiment. Ouais. C'est intéressant. Puis comment t'en es venu justement parce que c'est un processus, l'éveil spirituel, c'est un processus que ça t'a commencé, ça fait quoi, 4-5 ans à peu près? Oui, je dirais fin 2016, j'ai commencé à tremper mes orteils. Là. C'est ça, mais là tu trempes l'orteil, puis après ça, ça va de plus en plus. Puis là, tu nages dedans. Mais comment, c'est quand que justement t'es devenue plus consciente de ça, de l'énergie masculine, ou comment ça s'est passé un peu ton éveil progressif, si on peut dire? Bien, c'est ça, en 2016, fin 2016, début 2017, c'est vraiment à travers certaines personnes que je suivais,
dont, c'est drôle, une bonne amie à moi qui s'appelle Valentina, en fait, elle est canadienne, elle vit maintenant aux États-Unis, qui a complètement arrêté le fitness. Elle était pro IFBB Pro Bikini, puis elle est partie voyager, puis elle a vécu un méga éveil spirituel, elle a fait son cours de professeur de yoga en Inde aussi. Puis on avait des belles conversations ensemble pendant ce temps-là. Et moi, j'étais encore dans le fitness. Puis elle a semé beaucoup de graines, je pense, dans mon esprit. Et ça, c'était justement fin 2016, début 2017. Donc, à cause d'elle, j'ai commencé à tranquillement écouter des podcasts sur la loi de l'attraction, à écouter des vidéos de Abraham Hicks sur la loi de l'attraction. J'ai l'impression que beaucoup de gens commencent comme ça. Tu vas regarder Le Secret. J'ai regardé le documentaire Le Secret. Donc, mais au début, tu étais sceptique un peu parce que des fois, en tout cas, je sais pas, moi, personnellement, j'ai commencé à tu vois tout ça, tu y crois de plus en plus, Puis à un moment donné, il y a comme un moment où ça se confirme. Je sais pas, as-tu vécu un peu ce genre de... Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, ses intuitions. Je suis pas... je sais pas si tu as déjà fait le test Myers-Briggs, mais je suis INFP dans ce test-là. Fait que je suis comme intuitive. Tout ce qui est genre émotion, introspection, intuition, je suis genre à 100% là-dedans. Puis tout ce qui est rationnel, pensée logique, je suis comme à l'autre opposé. C'est pas que je pense jamais rationnellement puis logiquement, mais mon premier réflexe, c'est tout le temps de me connecter à mes émotions, à mon intuition. Fait que ça a été quand même facile Ça a été hyper facile pour moi. Tout de suite, quand je me suis intéressée à la loi de l'attraction, j'ai commencé à observer autour de moi quand je manifestais, quand la loi de l'attraction s'est manifestée dans ma vie. Je prenais des notes. J'en parlais à une de mes amies qui, elle aussi, était vraiment, vraiment dans ce sujet-là. Donc, ça a vraiment été très rapide pour moi de me connecter à cet aspect-là de spiritualité, de magie un peu. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus facile pour la femme de se connecter rapidement à la spiritualité que pour l'homme, parce que moi, je luttais un peu. On dirait, j'ai le côté intuitif beaucoup en dedans de moi. Mais c'est ça, tu sais, tout le temps, le rationnel embarque. Puis là, mais attends, faut tester si tu veux vraiment vrai. On a le lâcher-prise plus facile qui est connecté à notre énergie féminine. Donc, je pense que ça a été aussi tranquillement le début de ma reconnexion à mon énergie féminine parce que toutes ces années de fitness-là, j'étais 100% dans une énergie masculine de structure, de contrôle. Là, à cette période-là, j'étais beaucoup plus rationnelle, c'est vrai. Tu sais, j'étais le genre de personne qui voulait lire des trucs scientifiques, avoir des preuves scientifiques. Puis, dès que j'ai commencé à embarquer dans ce milieu, le développement personnel et spirituel, c'est comme si ça a tout de suite fait le switch de « OK, je peux lâcher prise, je peux me connecter à ce côté de moi qui est plus intuitif, qui est plus observatrice. » C'est paradoxal un peu parce que c'est ça, tu disais, j'ai écouté un podcast pour me préparer un peu, puis je pense que tu disais dans un des podcasts que... comme tu avais un manque de confiance en toi pendant ces années-là où tu faisais du fitness, puis puis tu dis que tu étais connecté en plus à l'énergie masculine, mais pourtant, c'est comme un peu l'image que tu projetais à ce moment-là, c'était complètement l'inverse. Tu étais comme la belle fille, tu faisais des concours de bikini, super confiante. Exact. C'était justement comme ma protection pour que les gens pensent que je suis très, très confiante, que j'ai confiance en moi, puis pour recevoir la validation des autres. T'es belle, t'as un beau corps, bravo pour tes accomplissements, parce que j'étais tellement pas confiante que j'avais besoin de cette validation externe pour OK, je suis peut-être un petit peu confiante, peut-être que finalement j'ai du succès. J'avais tout le temps besoin de quelque chose à l'extérieur de moi pour me valider. Ça a été une histoire de ma vie. En fait, ça a commencé. C'est des blessures qui commencent très jeunes avec mes parents. J'avais besoin de la validation de mes parents. J'avais besoin de la validation de mes profs. Après ça, c'était la validation des gens sur les réseaux sociaux, des autres en général dans le monde du fitness. Donc, ça cachait un manque profond de confiance en moi. Comment tu es arrivé à résoudre un peu ce manque de confiance-là ou le besoin de validation? Vraiment en plongeant à l'intérieur de moi, puis en comprenant que j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. Puis, ça peut paraître super cliché comme réponse, là, mais je pense que le développement personnel puis le développement spirituel, c'est vraiment ça. C'est une quête de sens à l'intérieur de toi. J'ai arrêté de chercher tout le temps à l'extérieur de moi des réponses, à chercher des amitiés, à chercher des relations. Puis, je me suis posé des vraies questions, puis j'ai laissé remonter qu'est-ce qui devait remonter. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de blessures du passé par rapport à l'école, par rapport à mes parents, sans dire que j'ai eu une enfance atroce. On a toutes des blessures qui nous affectent, non résolues, qui font en sorte que notre réalité est créée d'une certaine façon. Donc, je me suis posé les questions, pourquoi j'ai besoin de validation extérieure? Pourquoi? Fait que j'ai eu tranquillement des réponses. Puis juste de connaître la fondation de tes blessures te permet souvent de guérir. Parce que tu fais la paix avec ça. Donc, ça a été de faire la paix avec qu'est-ce qui a créé ces blessures-là, de les comprendre, de vraiment, vraiment me permettre de vivre mes émotions, malgré que j'ai été quelqu'un de très sensible, émotive. J'ai quand même réprimé ce côté-là pendant mes années de fitness. Donc, je me suis juste laissée aller dans mes émotions, qu'est-ce que j'avais besoin de vivre. Puis aussi de prendre, de vraiment extérioriser et de dire ce que j'ai envie de dire. Parce que
j'avais beaucoup cette peur-là de m'exprimer en pensant que j'allais jamais dire la bonne chose. Parce que je voulais dire la bonne chose pour que les gens approuvent de ce que j'ai à dire. Ça vient encore un Donc, peu j'avais avec un énorme blocage du chakra de la gorge, on peut dire comme ça. Les gens qui connaissent les chakras vont comprendre. Bref, le centre énergétique lié à la communication. Ouais. Donc, je me permettais pas de dire tout ce que je voulais dire. Donc, en commençant à vraiment exprimer réellement qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer, donc partir mon podcast, ça a été une énorme sortie de zone de confort pour moi. Si vous écoutez le premier épisode par rapport à 88 que je viens de sortir, vous allez voir que c'est 2 timbres de voix complètement différents, 2 femmes différentes. J'ai vraiment appris dans cette expérience-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à le partir au début, ton podcast? J'en écoutais, j'adorais ça. Puis je me disais, hey, ça serait incroyable que je puisse avoir mon podcast. Puis j'ai tellement de choses que j'aimerais dire, mais j'ai peur, mais je sais pas si je suis une bonne communicatrice orale. Moi, j'ai tout le temps pensé, croyance limitante, que j'étais juste bonne à l'écrit. J'ai tout le temps adoré écrire. Puis je me disais, je suis gênée, j'aime pas ça faire des présentations orales, je suis gênée devant les gens. Imagine parler dans un micro. Je serais pas capable. Puis j'ai juste décidé de passer outre cette croyance-là. Comme de fait, mes premiers podcasts, c'est pas les meilleurs. Mais j'ai partagé mon message, ça a rejoint des gens, puis ça m'a juste confirmé que c'est quelque chose que je devais poursuivre. Fait que ça m'a vraiment aidé à débloquer ce centre énergétique, ma gorge, à commencer à m'exprimer, à pas avoir peur de m'exprimer. Puis aussi sur Instagram, de juste parler de ce que j'ai vraiment envie de parler, puis pas tout le temps penser à ce que les autres ont envie d'entendre. Puis ça m'a vraiment extravertie, si on peut dire, parce que je me suis tout le temps considérée comme quelqu'un de très introverti, et je le suis. J'ai besoin de passer du temps seul pour me réénergiser, mais j'ai tellement plus peur d'être en groupe, de parler devant des gens, de faire des podcasts, même que j'aime ça, ça me nourrit maintenant. Donc, j'ai vraiment juste décidé de faire un travail aussi sur toutes mes croyances limitantes que j'avais. Ça, c'est des croyances qu'on a qui nous ralentissent puis qui nous éloignent de notre potentiel. Puis j'ai vraiment fait un gros travail, puis je continue à le faire. Puis ça m'a permis de faire face à des peurs que j'avais qui étaient plus irrationnelles, au fond, puis qu'un coup que tu traverses ces peurs-là, tu te rends compte, hey, c'était pas si pire que ça, finalement. T'sais. J'avais plus peur d'avoir peur que de vraiment peur de la vraie chose en soi, parce que je l'ai fait, puis c'est incroyable. Ouais. Puis c'est ça, t'as plusieurs outils que tu as développés, dans le fond, parce que tu dis, tu sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, mais c'est pas juste comme... pour l'expliquer un peu aux gens, tu as l'astrologie qui t'a permis de comprendre des choses sur toi-même. Après ça, tu as fait on parlait tantôt de séances un peu énergétiques, de soins énergétiques. J'ai exploré beaucoup d'avenues. Ouais. Je te dirais que la première chose qui m'a vraiment aidée, vraiment guérie, c'est le journaling, l'écriture. Okay. Mais moi, je suis quelqu'un qui écrit à la base. J'adore écrire. Donc, me lever le matin, c'est une des premières choses que je fais. Je vide mon cerveau, je vide mon esprit. J'écris intuitivement. Puis des fois, juste de verbaliser qu'est-ce que tu as à l'intérieur, ça t'aide à créer l'espace que tu as besoin pour vivre qu'est-ce que tu as à vivre, pour être créative, pour être productive. Quand tu dis écrire intuitivement, c'est quoi? C'est que tu t'assois avec un papier-crayon puis tu laisses J'ai un calepin, j'ai un journal, puis à chaque matin, je marque la date puis je laisse ça aller. Peu importe, j'ai pas de structure, c'est intuitif. Ça se peut que j'écrive 10 affirmations, puis c'est tout. Ça se peut que je raconte quelque chose qui s'est passé la veille, qui m'a bouleversée ou qui a été incroyable. Ça se peut que j'écrive une liste de choses que je veux manifester. C'est vraiment, je me connecte à ce qui a besoin de sortir. Et ça sort. Peu importe, si j'ai pas d'inspiration, je vais écrire. J'ai pas d'inspiration ce matin, puis là, tranquillement, j'écris, puis les choses sortent. Fait que c'est vraiment de l'écriture canalisée ou de l'écriture intuitive. Quelque chose que je recommande beaucoup aux femmes qui travaillent avec moi. Ça n'a pas besoin d'être écrit papier-crayon aussi. Des fois, ça peut être sur l'ordinateur. Ça peut être... des fois, je le fais en mémo vocal parce que je suis juste trop dans mes émotions peut-être pour écrire. Fait que c'est vraiment juste de verbaliser qu'est-ce qui se passe dans ton esprit pour créer l'espace que tu as besoin. Puis même juste en mémo, comme audio, tu t'enregistres, puis tu trouves que ça fait comme un vide. Là, au lieu de juste le penser dans ta tête, de le dire. Vraiment, parce que c'est vraiment juste de verbaliser qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu te sens pas bien, tu te sens anxieuse, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste parce que tu prends pas le temps d'extérioriser, verbaliser qu'est-ce que tu vis. Les émotions que tu vis, quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, quelque chose que tu souhaites dire à quelqu'un. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que juste pour moi, c'est l'écriture. J'adore écrire. Fait que ça a été l'outil numéro 1. Bien sûr, la méditation. J'ai commencé ça sporadiquement, fin 2016-2017. J'en ai pas fait une pratique quotidienne. Mais à partir de 2018, vraiment, mon voyage en Inde, puis 2019 au complet, puis maintenant, c'est vraiment une pratique quotidienne pour moi. Minimum 10-15 minutes. Ouais, quand tu dis méditation, c'est quelle forme? Comme juste... Ça va varier. T'sais, des fois, je vais faire une méditation guidée si je sens peut-être que j'ai vraiment besoin d'une guidance, mais sinon, ça va vraiment être juste assis
sur mon matelas de yoga en lotus, demi-lotus. Ouais. Puis d'essayer d'observer mes pensées ou de faire le vide. Des fois, je vais mettre une petite musique, dépendamment de qu'est-ce que j'ai besoin, mais vraiment une pratique très simple. Là, suis le flow. de suivre le flow, vraiment. Fait que, le yoga, c'est une forme de méditation un peu. Oui, le yoga aussi, ça fait bien sûr partie de mes outils de pleine conscience. Je l'ai étudié en Inde. Je suis devenue professeure. En fait, techniquement, je suis registered yoga teacher de 200 heures. Donc, c'est vraiment une pratique de mouvement qui m'a vraiment reconnectée aussi avec mon corps, avec la relation avec mon corps, connexion respiration-corps, connexion esprit-corps. Ça a été vraiment une forme de mouvement qui m'a aidée à faire la paix avec tout ce qui est fitness, gym, musculation, puis qui m'a plus reconnectée à moi-même. C'était été dur avec ton corps pendant ces années-là, tu sais. Très dur, puis encore à ce jour, mon corps résiste tout ce qui est musculation, tout ce qui est entraînement trop intense pour mon système nerveux. Donc, je suis vraiment dans une phase où mon corps a besoin de faire du yoga, a besoin de marcher. Je fais de la course, mais j'ai rompu avec le gym pour le moment, avec tout ce qui est entraînement très, 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 très intense pour le système nerveux, parce que mon corps l'accepte pas encore. C'est comme si Dival, là, tu l'as, pendant 5-6 ans, là, tu l'as runné, là, ton corps, là, comme to the ground. Fait que tu as besoin de vraiment de le faire bouger en douceur. Oui, puis des fois, le fitness, c'est drôle parce que ça a de l'air santé. Le monde a de l'air, des fois, physiquement en santé, mais des fois, intérieurement, ils sont détruits. Là, comme au niveau alimentaire, de se bourrer de suppléments, puis comme d'être excessif sur l'entraînement à son corps, d'oublier un peu le repos, justement, des fois, de faire du stretching, comme de balancer un peu. Non, j'étais tout, sauf en santé, surtout pour une femme. T'es hormonal, c'est atroce de faire du fitness. Ton taux de gras est trop bas. Tu t'entraînes, justement, ton corps en prend trop, puis on a besoin d'un équilibre, on a besoin d'un taux de gras un peu plus haut. Donc, tu sais, j'ai perdu mes règles pendant plusieurs années, mes hormones ont pris un coup, fait que ça a été aussi une réadaptation, justement, de ralentir. Mon corps, il fallait qu'il se repose et ralentisse pour retrouver un équilibre hormonal, un équilibre de santé. Fait que ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a aidé aussi à me reconnecter à mon énergie féminine, de me reconnecter à mes hormones féminines, à mon cycle menstruel, tu sais. C'est l'énergie féminine pure, ça, donc... ça aussi, ça a été comme un beau cadeau, vraiment, de reconnecter à ce cycle-là, de le comprendre, d'arrêter de le démoniser comme la société nous le fait démoniser depuis qu'on est toute jeune. Fait que ça aussi, ça a été une belle pratique. J'enseigne à mes clientes dans laquelle je parle dans mes formations même de l'aspect cyclique de la femme. On est des êtres cycliques qui traversent plusieurs saisons dans un mois seulement, dans leur vie aussi, avec leur corps, avec tout ce qui se passe. Donc ça aussi, ça a été vraiment... quelque chose, un des outils que j'ai apprivoisé de me connecter à mon cycle féminin, vraiment, pour comprendre je suis où en ce moment dans mon mois, pourquoi je me sens comme ça, tu sais. Pourquoi je suis plus émotive parce que je suis à ce jour-là. Ah, OK, là, j'ai beaucoup d'énergie parce que j'étais à ce jour-là. C'est un outil tellement précieux pour les femmes, là. Puis c'est fou. Ça aussi, on devrait l'enseigner à l'école. Vraiment, vraiment. Puis on devrait arrêter de rendre ça tabou parce que c'est ça qui donne la vie. Oui, absolument. Mais qu'est-ce que tu veux dire par démoniser la société? Démoniser, c'est quoi selon toi qu'on en fait, c'est comme si les menstruations, c'est sale. C'est comme si on ne devrait pas en parler. C'est tabou, on doit le cacher. T'sais. Depuis qu'on est tout petite, depuis qu'on a nos premières règles, c'est comme hey, tu caches ton tampon. Là, c'est sale, c'est dégueu. On n'aime pas ça. On a des crampes, on se sent pas bien, on est gonflé, on a des cravings. C'est comme très, très, très négatif. Ouais. C'est un processus un peu traumatisant, peut-être pour la jeune fille qui a ses premières règles. Tu regardes dans d'autres cultures où il y a plusieurs années, il y avait des rites de passage, des célébrations autour de ça. On voyait ça comme, justement, le passage vers la vie de femme. Puis c'est beau. Puis en fait, c'est très, très beau quand tu regardes ça parce que c'est porteur. En fait, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de la vie. Puis une femme qui vit ses menstruations, c'est une détoxification naturelle du corps. Pas seulement du corps, mais si tu vas plus loin, c'est une détoxification naturelle de tout ce qui n'est pas bon et qui ne te sert plus à chaque mois. Les quelques jours avant tes règles et les jours pendant tes règles, tu es plus connectée à ton intuition, donc tu es plus intuitive. Et c'est pour ça que la femme est plus sensible, est plus irritable des fois. C'est normal, c'est parce qu'on est plus intuitive, donc on ressent plus. On va ressentir plus, autant physiquement qu'émotionnellement, mais c'est des belles choses. Ouais. Donc, à la place d'aller vers le côté négatif de « Ah, je suis très émotive, ah, j'ai faim, ah, je me sens gonflée, j'aime pas mon corps », il y a toutes ces belles choses-là qui sont connectées au cycle menstruel. Que si tu focuses plus ton attention sur ça, c'est ça. Ouais. Y a le côté positif aussi c'est qu'est-ce qui te représente en tant que femme, qu'est-ce qui fait que tu es femme, qu'est-ce qui fait que tu peux être porteuse de la vie, créer la vie, que c'est l'énergie créatrice aussi, donc à la place de créer des enfants nécessairement. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à porter la vie, mais cette énergie-là est utilisée dans d'autres facettes de ta vie.
dans tes projets créatifs. T'sais. Fait que moi, c'est vraiment de cette façon-là que je la vois maintenant. Puis de me connecter, puis de savoir je suis où pour savoir, OK, comment je me sens aujourd'hui. Puis est-ce que il y a une raison pour laquelle je me sens comme ça? Ah oui, je suis à ce jour-là, fait que c'est normal, fait que je peux l'accueillir. C'est un peu comme un baume, c'est un peu comme, OK, je peux lâcher prise, j'ai pas besoin de savoir, d'essayer de contrôler cet aspect-là qui est juste intrinsèque à moi. Ouais. Tu as parlé de rite. Rite de passage, ouais. Ça, je pense que c'est comme quelque chose qu'il faudrait ramener dans la société beaucoup plus. Là. Autant au niveau des femmes, mais aussi au niveau des hommes. T'sais. Avant, il y avait des processus où les hommes comme, devenaient des hommes. Puis, comme tu dis, les femmes aussi, il y avait des processus pour... Tu célébrais les premières menstruations parce que tu devenais une femme. Ouais. Puis, même chose avec les hommes aussi. Comme, souvent, vers 14-15 ans, il y avait un passage où est-ce que là, il se faisait une coupure entre la vie du garçon puis la vie de l'homme. Ouais. Puis là, maintenant, on n'a pas ce passage-là. Fait que tu te ramasses avec des garçons, des fois, de 30 ans, des garçons de 35 ans, 40 ans, 25 ans, qui sont dans le sous-sol de maman en train de jouer à des jeux vidéo. Je suis d'accord avec ça, l'aspect rite de passage, célébration, connexion, communauté. On a perdu ça, puis ça nous éloigne de ces choses-là qui sont supposées être naturelles et intuitives. Ouais. On est déconnecté. En fait, comme tu dis, ça nous déconnecte de notre intuition parce que si on avait encore ces rites-là, ces célébrations-là, ces initiations-là, ça nous aiderait à nous connecter à notre intuition, puis justement, comme faire ce passage-là de manière plus fluide et comprendre que, OK... Permettre l'évolution, en fait, parce que c'est ça, si t'as pas ce rite de passage-là, c'est quand que t'évolues. C'est comme, t'es censé le figurer par toi-même. Comme, avant, il y avait une structure autour, comme avec les tribus, il y avait une structure dans la société qui faisait ça. On retourne loin en arrière, mais là, maintenant, il y a comme pas ces on a des rites de passage, mais ils sont différents, ils sont pas la même chose. C'est l'école, souvent, en fait. C'est des structures très, très, très strictes, d'énergie masculine qui nous disent qu'on doit être rendu là, on doit être rendu là, on doit être rendu là. C'est pas intuitif, c'est pas naturel. Puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui luttent contre ça ou qui résistent parce qu'ils font pas partie de ça. Puis c'est pas tout le monde, il y en a qui s'adaptent hyper bien, mais je pense que des gens comme nous, on le sentit rapidement que on fitait pas pantoute, tu sais. Puis qu'il fallait qu'on sorte de ça. Fait que c'est, comme tu dis, je pense qu'il y a certains rites de passage, des initiations, des célébrations qui devraient être ramenés pour faciliter ces passages-là, parce qu'on évolue constamment en tant qu'être humain, puis je pense qu'on perd cette évolution-là des fois à cause de notre mode de vie qui n'est pas intuitif, on n'est pas connecté. Je pense que c'est très important de vivre intuitivement, vraiment, vraiment, puis on le fait pas assez parce qu'on ne sait pas comment se connecter à notre intuition. Ouais. Comment là, on a parlé quand même un peu, mais comment tu te connectes à ton intuition? Tu as donné le journaling, la méditation... Pas mal tous ces outils-là. En fait, moi, je pense que la connexion à l'intuition revient à la connexion au cœur. Puis là, souvent, les gens vont dire connexion au cœur, c'est trop cliché. Comment tu te connectes à ton cœur? Mais en fait, c'est simple. Moi, la connexion au cœur, je le fais à travers une respiration consciente. Puis je fais juste imaginer que j'inspire, que le souffle monte jusqu'à ma couronne. Puis en expirant, que ce souffle-là descend à mon cœur. Puis je m'aide des fois où les gens qui en ont besoin, ils font juste, tu peux mettre une main sur ton sternum. Comme ça, quand tu expires, tu vas vraiment visualiser la respiration qui descend vers ton cœur. Puis ça, c'est une respiration que je fais dans mes soins énergétiques avec mon amie Valérie Lemelin, qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est aussi un outil, quand tu me demandais les outils que tu utilises, que j'utilise justement pour tout ce qui est mon développement personnel et spirituel. C'est Valérie Lemelin? Lemelin, oui, L-E-M-E-L-I-N. Okay. Fait qu'elle m'a vraiment appris cette respiration de connexion au cœur-là. Puis c'est quand je suis dans mon cœur que mon intuition est la plus forte. Non seulement ça, mais en la pratiquant moi-même au quotidien, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, même quand je suis en train de faire des tâches, quoi que ce soit, mon intuition est davantage allumée, là. Puis je ressens des choses, je reçois des messages, je reçois des sensations. Donc, plus tu vas pratiquer ça à travers la méditation, à travers le yoga, n'importe quelle pratique qui te ramène dans le moment présent, respiration de connexion au cœur, tu vas cultiver naturellement une intuition plus forte dans ta vie de tous les jours, tu sais. Fait que je pense que l'intuition, c'est vraiment la connexion au moment présent. Beaucoup. La connexion à ton cœur, en fait, à ton authenticité. De faire des choix aussi, de continuellement faire des choix, justement, qui sont connectés à ton cœur et qui sont pas nécessairement, tu sais, oui, la rationalité, ça peut être important, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Mais Joe Dispenza, il parle de cohérence cardiaque. Cohérence, oui. J'ai un épisode podcast que j'ai enregistré avec un spécialiste dans la biochimie des émotions et on a parlé de cohérence du cœur, justement. C'est très intéressant. Je suis pas une spécialiste de ça, fait que je me mettrai pas à vous expliquer exactement c'est quoi, là, mais c'est vraiment intéressant. Si le monde veut en apprendre plus, c'est un épisode, c'est avec... Il va sortir avec Yann Herbert, qui est un spécialiste en biochimie.
Il a étudié aussi la cohérence du cœur, la biochimie des émotions, vraiment, vraiment intéressant. Ça va sortir dans... Je sais pas, cet épisode-là sort quand, mais très, très, très prochainement. Donc, vous irez voir ça sur mon podcast Intentionnel. On en parle. Cool. Puis sinon, tes autres projets qui s'en viennent, là, je pense que tu me parlais aussi d'un projet avec une gang de filles dans une auberge. Ah ouais, ça, c'est vraiment incroyable. Vous l'avez en exclusivité, spoiler, sur ce podcast-là. Mais en fait, la pandémie, ça a vraiment rapproché moi et mon groupe d'amis. Même si, techniquement, on s'était censé nous éloigner, nous, ça nous a rapprochés. Puis, on a fait ça pendant l'été, au milieu de la pandémie. On a loué un chalet quand c'était possible de le faire. Puis, on était les 5 ensemble. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de belles connexions, tellement des belles discussions. Puis, on s'est dit, hey, ça serait-tu fou si on avait pu partager ça avec les gens? T'sais, on aurait probablement tellement inspiré de gens, on leur aurait appris des choses. Puis, ça nous a donné l'idée d'éventuellement cohabiter ensemble, de trouver un chalet, trouver une place où on allait pouvoir cohabiter. On voulait le faire l'été, ça n'a pas fonctionné, mais on s'est dit, cet automne, ça va peut-être être un meilleur timing. Et comme de fait, on a trouvé l'endroit parfait, une auberge en nature, dans le nord. Et on a décidé de faire ça notre havre de coworking, de création de contenu. Puis on va cohabiter là ensemble pendant le confinement. Donc, ça va être légal. On va être les 5 ensemble, plus quelques personnes aussi qui sont sur le bail qui vont être avec nous. On va cohabiter là. C'est un grand espace. On va créer du contenu. Éventuellement, notre projet, ce serait d'avoir une web-série de style télé-réalité, peut-être en été 2021, qui présente un peu notre vie ensemble, de 5 filles spirituelles qui cohabitent ensemble, un peu comment ça se passe, les genres de conversations qu'on a, les genres de petits rituels qu'on fait. Éventuellement aussi, faire des retraites là-bas. Donc, c'est vraiment un super bel espace. Donc, ça, c'est un projet qu'on a depuis mai, en fait, début juin. Puis, on a juste tout manifesté ça dans la dernière semaine. Des gens qui collaborent avec nous, qui nous aident financièrement. Ouais, vous êtes allé chercher des sponsors. Oui, on est allé chercher. On va vraiment travailler avec des marques parce qu'on veut que ce soit un endroit aussi où on peut faire rayonner les marques québécoises. On s'entend qu'en période de pandémie, c'est très difficile pour les petites entreprises. Puis on s'est dit, on veut les aider de notre façon. On veut utiliser notre visibilité pour les aider. Fait que ça, c'est un super beau projet qui démarre dans les prochains jours. On reste là pour 1 mois pour débuter, mais notre but, c'est de rester là à long terme. Fait que ça, c'est le premier projet de cet automne qu'on démarre. Là. Ouais. Ça va être beau. Donc, vous allez pouvoir suivre ça de toute façon sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Instagram. Fait que ça va être une genre de mini télé-réalité, mais en stories Instagram pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait notre vraie web-série probablement en 2021. On a Sam aussi qui a enregistré la web-série. Oui. Tu connais-tu Max Rondeau? Il m'en parlait tantôt hors-on. Il me disait qu'il avait réalisé une web-série. Puis j'étais comme, hey, bon contact, nous, c'est ça qu'on veut faire dans les prochains mois. Fait que, on pourra en jaser après. Aussi, je voulais que tu nous parles un peu de, justement, tu sais, c'est ça, tu développes beaucoup la conscience, souvent dans tes posts Instagram. Des fois, tu crées un peu de comment je dirais le bon mot? C'est quoi? Choc? Un peu choc un peu le monde, ou je sais pas. Je pense que je choque, mais avec grâce, avec douceur. Ouais. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que tu le fais dans le but, quand tu... Tu sais, comme par exemple, tu as fait une photo où est-ce que... où est-ce qu'on voyait plus tes mamelons sur une photo, puis comme... Ça a choqué un peu des gens, mais comme moi, je trouvais ça vraiment beau de voir parce que ça fait évoluer la conscience des gens. Ça, c'est intentionnel que tu le fais. C'est un processus. Mais c'est drôle parce que c'est tout le temps... Oui, c'est intentionnel quand je vais faire la publication, mais, par exemple, quand la photo a été prise, c'était pas intentionnel que je me disais cette photo-là, ça va être dans le but de la publier et de provoquer. C'était vraiment... Comme j'explique, en fait, je mets en contexte, j'ai eu un photoshoot récemment avec une photographe que j'adore. Je porte une robe qui est très moulante et que le tissu fait paraître mes mamelons. Je porte pas de brassière et voilà la photo. On voit mes mamelons. C'est une super belle photo. T'sais, aucune énergie sexuelle. Je suis juste une énergie de douceur. Je suis en nature. Je trouve la photo incroyable. Je me dis, est-ce que je la publie? Puis la résistance que j'avais de la publier, c'était parce que je voulais pas déranger les gens. Mais moi, de mon côté, je suis très à l'aise avec mon corps. Donc là, je me suis dit, let's go, let's do it. Puis j'ai fait une caption de style poétique, parce que je suis très poète aussi. J'aime ça écrire des poèmes qui parlent de que le corps humain, c'est comme une forme d'art, puis on doit laisser l'art être, tout simplement. Fait que c'était comme un message subtil qui disait que, hey, regardez cette photo-là, mon corps, c'est de l'art. Le corps de tout le monde, c'est de l'art. Puis quand quelqu'un crée de l'art, tu vas pas le juger, tu le laisses être, tout simplement, parce que cette personne-là avait besoin d'exprimer ça. Fait que c'est la même chose pour le corps humain. Fait que je trouvais ça super beau, super poétique. Puis pour vrai, j'ai reçu que des commentaires positifs. C'est sûr que la photo a eu beaucoup de traction, tu sais. Je veux dire, c'est différent. On voit le corps de la femme un peu plus. J'ai reçu un message plus haineux
J'ai eu une discussion avec la fille, puis j'ai fait comprendre que finalement, c'était ses propres projections à elle, qui la rendaient insécure, puis elle a compris, puis c'était super beau. C'est ça, je m'avais demandé des surprises, des fois des réactions, genre des. Pour vrai, je touche du bois, là, mais je me trouve tellement chanceuse. J'ai comme la plus belle communauté ever. Les gens, ils supportent à 100% ce que je fais. C'est très rare que j'ai des messages contradictoires avec ce que je partage. J'ai reçu un message, puis j'en ai reçu énormément. En fait, j'ai reçu ce message-là, je l'ai partagé sur mes stories pour faire voir un peu aux gens comment je réponds à ce genre de message-là dans la bienveillance, puis pour essayer de comme faire évoluer les consciences. Faire évoluer la conscience. Puis après ça, le nombre de messages que j'ai reçus, au moins 50. Puis c'était tous des gens qui me disaient « Wow, tu as super bien répondu, je suis d'accord avec qu'est-ce que tu fais. » La libération du corps de la femme, c'est hyper important en 2020. Puis c'était ça mon message, en fait, c'est que le corps de la femme, on doit le laisser être. On doit arrêter de l'objectifier, on doit arrêter de penser que la femme recherche l'attention, de penser qu'il y a tout le temps une intention bizarre ou malicieuse derrière le fait de montrer son corps, que la femme est nécessairement en recherche d'attention. Non, ça se peut que la femme... Oui, il y a des femmes qui sont encore un peu dans cette projection-là d'elles-mêmes, mais il y a des femmes qui sont libérées sexuellement et libérées dans leur corps et elles souhaitent simplement le partager. Elles se sentent simplement bien. Puis moi, je suis une de ces femmes-là, puis ça a été un travail d'une vie, là, je veux dire. J'ai été en bataille avec mon corps pendant des années. Fait que pour moi, c'est encore plus une libération d'être capable de faire ce genre de publication-là, puis d'être capable d'éveiller des consciences. Puis de donner la permission à d'autres femmes aussi de faire cette évolution de conscience-là, parce que je pense qu'en faisant des publications comme ça, c'est de donner la permission un peu à des femmes qui sont peut-être sur ce parcours-là, puis qui sont pas encore sûres, puis elles voient ça, puis elles se sentent interpellées, connectées, puis ça les aide après ça à poursuivre ce chemin de libération. Ouais, puis ça, c'est ça, être une leader de cœur. Dans le fond, c'est de montrer par l'exemple un peu, puis ça te permet de libérer certaines femmes. En me libérant moi-même, je libère les autres. Je pense que c'est vraiment une belle définition du leadership de cœur, c'est qu'on peut lui donner. Ouais. Juste être un leader, c'est un peu ça. C'est ça. Faut que tu montres l'exemple. Oui, en fait, moi, je dis leader de cœur, leader de conscience, mais le leadership devrait à la base être de cœur et de conscience. Ça devrait être ça, le leadership. Surtout en ce moment, on en a besoin. Fait que oui, c'est volontaire, mais très synchronistique aussi quand je fais des publications comme ça. Ouais. Mais c'est ça, mais je trouve ça beau à voir, justement. C'est beau de voir comment ça fait évoluer, puis comme les réactions des gens aussi, puis tout ça. C'est super beau. Fait qu'on, en tout cas, continue comme ça. C'est inspirant à voir. J'apprécie. Puis si les gens veulent te suivre sur Instagram principalement, tu es plus sur Instagram? Je suis sur Instagram principalement au quotidien. Je partage beaucoup de contenu, justement des textes qui éveillent les consciences, des stories de mon quotidien. C'est Val Benoît, tout simplement. Sinon, sur mon podcast, j'ai un épisode qui sort chaque mercredi matin, intentionnel, où cherchez mon nom, Valérie Benoît, sur n'importe quelle plateforme de podcast, vous allez me trouver. Cool. Ben merci, Val. Merci, Gab, beaucoup pour l'invitation. Super belle conversation. Ouais.